Donc, ça, c'est l'environnement qui représente le quatrième étage de la bibliothèque. Qui, ici, dans Maya, on a vraiment modélisé chaque élément de l'environnement, de tout petit détail jusqu'au grand détail. Puis, juste pour vous montrer ici une petite démo. Il faut dire aussi, on a fait beaucoup d'attention justement bien à voir qu'est-ce qu'on a fidèlement dans la scène. On a bien comparé avec la photo, la vidéo justement pour trouver, comme ça se voit, c'est vraiment fidèle à le monde réel. Puis, si vous voyez ici, c'est que on a gardé, parce que l'environnement 3D ou les modèles 3D qu'on a utilisés, il y a deux types. Il y a des modèles qui vont rester statiques et il y a d'autres interactifs qui se trouvent pas ici dans cet environnement. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça serait des assets statiques dans le logiciel Stellarix. Puis après les avoir modélisés et texturés dans Maya, on est allé, on les a exportés dans Blender. Pourquoi? Parce que Maya, elle supporte pas le format GLTF. GLTF, c'est un format qui exporte un modèle 3D avec toute sa texture. Un vrai défi qu'on a trouvé, c'est justement on a utilisé bien ces deux outils qui sont assez le plus populaires, c'est le Maya et le Blender. Donc, on a fait beaucoup d'attention avec les deux outils pour exporter de toute bonne façon les objets par l'outil principal, le Stellarix, pour avoir une bonne façon de voir chaque détail, chaque luminosité assez réelle, assez intéressant. Donc, voilà. Donc, on vient travailler avec des objets, surtout pour avoir la dimension. On fait beaucoup d'attention par rapport à ça. Donc, ça se voit que l'objet 3D, c'est pas du tout assez facile de reproduire. On a bien modélisé. On a trouvé par rapport à la photo, l'ambiance. Donc, voilà. Donc, il y a aussi toujours le challenge de transformer les objets en Maya, en Blender et bien configurer dans l'outil principal. Voilà. Donc, juste pour faire un step back, vous avez commencé par la carte, n'est-ce pas? Le plan? Oui, le plan. Oui, on a commencé par le plan. Pourquoi? Parce que on voulait rester vraiment fidèle au plan original à l'environnement original de la bibliothèque et aussi au niveau des proportions des éléments dans l'espace. Puis après les avoir modélisés dans Maya, on est passé et texturés dans Maya, on les a exportés dans Blender parce que Blender il nous permet d'exporter les modèles en format FBX, en format GLTF. Puis Stellarix, pourquoi? Parce que Stellarix, le seul format qui accepte de 3D, c'est les assets en FBX. Puis comment vous avez su que vous devez travailler avec Maya et puis Blender ensemble? En fait, moi, ma formation, c'est pendant 3 ans de mes études, on a vraiment utilisé Maya presque dans tous les travaux. C'est comme le logiciel officiel. Je sais que maintenant, les profs, ils encouragent les étudiants à utiliser d'autres logiciels aussi. Mais c'est comme, parce que Maya, ce que les profs nous ont dit, c'est que c'est un logiciel le plus utilisé dans l'industrie. Puis, comment vous avez décidé de travailler les deux ensemble? Oui, pour justement, ces deux outils sont assez pertinents dans le marché du travail, donc ils sont assez intéressants d'utiliser par rapport à la pour concevoir les objets 3D. Donc, même le Maya, même le Blender, ils sont assez bien, ils sont bien s'intégrer, ils s'y parlent ensemble. Donc, on n'a pas de problème d'exporter, travailler deux outils ensemble.
et justement avoir un résultat pour bien exporter à le StellaX. Donc, Maya, c'est extrêmement intéressant et efficace par rapport à la conception 3D. Même comme ça se voit, le Blender, il fait le même travail, mais il y a aussi des points forts et points faibles aussi. Mais on peut travailler ensemble. C'est pas difficile du tout, donc il n'y a pas de difficulté. Donc l'important, justement, de trouver les points forts de chaque outil et amener dans ces projets, c'est ça. Donc, toi, Eduardo, tu travailles avec Blender et puis alors, tu as travaillé avec Non, Maya. en fait, je travaille les deux, mais pour on a voit à la fin que le StellaX a comporté bien avec l'extension GLS. Donc, et pour ça, justement, j'ai choisi un peu le Blender par rapport au Maya, parce qu'il s'est bien adapté avec l'extension qu'on a utilisée dans le projet. Donc, justement, ça que j'ai utilisé les assets pour transformer, pour travailler la texture, pour travailler les objets dans le Blender. Mais, comme je dis, il n'y a pas de difficulté de travailler avec le Maya. Le Maya, c'est un assez vraiment intéressant. Donc, on pourrait travailler avec les deux ensemble sans problème. Okay. Et puis, j'aimerais ajouter un point, c'est que le passage par Blender, c'était vraiment très important. Je sais qu'on a comme une plus de maîtrise dans Maya, mais Blender, il nous permet d'exporter les objets en GLTF. Puis c'est le seul format accepté par le logiciel StellaX. Okay. Et puis, donc là, vous avez décidé de prendre le plan et puis vous avez décidé de travailler avec ces logiciels-là. On avait pris plein de photos, n'est-ce pas? Donc, c'était ça, la première étape, c'est vraiment d'aller prendre plein de photos. Mais même, Eduardo, quand tu as visité Québec, tu as dû reprendre des photos pour encore plus s'assurer de la réalité n'est-ce pas, de l'environnement que tu es en train de créer. Pouvez-vous nous parler plus en détail parce que vous avez parlé il y a des éléments statiques, il y a des éléments interactifs. Pouvez-vous nous parler plus de ces éléments-là? Ouais, j'ai moi. Vas-y. Oui, tout bien. Donc, pour moi, c'est un gros défi de voir justement le point qui ont resté fidèles à l'objet réel. Donc, j'ai pris beaucoup de photos. Cette photo, ça me permet justement de savoir tout ce qu'on pourrait composer l'objet sans perdu la bonne façon de rester, la même façon de le montrer. Donc, j'ai fait toujours m'assurer de prendre la vraie dimension, de tester. Il faut toujours tester. Je pense qu'il y a un point assez intéressant de ce projet, c'est justement d'avoir qu'est-ce que ça donne du coup le résultat de StellaX, et ça donne du coup la façon que je termine le projet dans l'outil que j'utilise, et ça change parfois des outils par outil, donc il faut prendre du temps pour tester plus de fois. Justement, ça gagne du temps à la fin, parce qu'en fait, de la façon de tester, on va toujours que la mesure, connaissance le projet, bien appris qu'est-ce qu'on a avec ces résultats. Donc, on a fait beaucoup d'attention par rapport, j'ai fait beaucoup de tests des objets pour voir si ça trouve dans la bonne dimension. Sur le StellaX, ça comporte la même façon qu'il a de résultats de mon écran. Donc, j'ai testé sur le casque aussi pour voir si ça se voit la même sensation qu'on a dans la bibliothèque. Donc, c'est toujours important de tester, de s'assurer de travailler dessus beaucoup avec surtout l'objet, des modélisations d'objets. Je suis en train de beaucoup de projets de Metaverse, et on a toujours la préoccupation de la vertige de l'objet, de la luminosité, de la texture qui ne s'est pas fait de sens parfois. Donc, je pense qu'il y a un gros défi qu'on a passé dans ce projet, c'est justement ça. On a fait beaucoup d'attention et testé pour justement s'assurer que l'objet c'est assez fidèle à le monde virtuel aussi. C'est ça. Juste un autre point que j'aimerais ajouter au niveau des assets statiques et interactifs, c'est que on a dû s'ajuster plusieurs fois avec les besoins du projet, parce que ce que j'ai remarqué à chaque semaine, quand on ajoute des assets, soit statiques ou dans l'environnement, ou des assets interactifs, des fois ça peut changer le fonctionnement ça peut affecter le fonctionnement des interactions, et des fois on peut pas voir tout ce qu'on a fait, on peut pas le voir
une fois on est dans Stellarix. Puis ça, c'était comme un grand défi vraiment pour nous. Je crois que c'est la partie qui a créé plus de bugs. On ne comprenait pas au début qu'est-ce qui se passait parce que chaque semaine, on devait livrer le travail, mais c'est comme ça a fait un peu de retard, mais à la fin, avec la collaboration, avec le soutien technique de OVA, on a pu résoudre plusieurs problèmes, puis aussi comprendre beaucoup mieux le logiciel Stellarix, c'est que il y a un nombre limite d'assets interactifs. Je crois que c'est 99 assets dans le dossier d'assets interactifs. Puis il y a l'autre qui est des assets en HD Collision. Donc, on a dû comme recommencer plusieurs fois de nouvelles versions du projet jusqu'à ce que ça fonctionne. Puis, c'est sûr que nous, notre projet, c'est vraiment assez grand, puis on n'a pas, puis même les assets qu'on passait vraiment beaucoup de temps à modéliser, à les ajuster, on n'a pas pu tout voir dans le logiciel. Ouais, c'est ça. Justement, on a beaucoup de travail dans ces points. Je pense qu'on a fait beaucoup d'attention par rapport au poids. Donc, c'est justement une question qu'on a trouvé beaucoup de problèmes parfois. Donc, on a bien s'adapté, on a bien entendu qu'est-ce que c'est le problème. Parce qu'en fait, il y a aussi le gros défi de travailler en remote. On va travailler à distance. Et cette façon de travailler en distanciel, c'est justement un mode vraiment compliqué parfois d'obtenir vraiment qu'est-ce qu'on a devoir faire, qu'est-ce qu'on pourrait discuter ensemble. Donc, mais on a bien adapté avec ça. Donc, c'est avec ça nous a permis d'accéder le système. Chaque personne pourrait accéder, travailler de façon en ligne. Donc, c'est assez facile aussi de contribuer à ça. Donc, parfois, j'ai besoin de visiter l'espace justement pour voir quelques questions qui sont des petits détails, des objets, de travailler ensemble. Mais le gros défi de travailler en distance, parfois, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a discuté ensemble en caméra, on a fait beaucoup de rendez-vous pour avoir des solutions. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc, c'est pas facile. C'est justement une question vraiment présent actuellement. Donc, il faut s'adapter, il faut entendu comment on pourrait gérer un projet assez grandiose, assez grand pour travailler de cette façon en ligne. Donc, pour moi, personnellement, j'ai réussi à travailler avec l'équipe et avec Nadia qui nous a coordonné. Donc, mais il faut savoir, il faut prendre de la force, il faut bien gérer. Donc, mais Stellarix, ça permet de travailler ça. Donc, on pourrait discuter de façon en ligne, on pourrait envoyer des affiches en 3D. Donc, il y a des facilités qu'on pourrait faire ça. Donc, c'est ça. Est-ce que d'après vous, les forces, les compétences que vous aviez, qui vous a permis de réussir à travailler à distance, parce que vous vous êtes vu juste une fois en présentiel et puis tout le reste en ligne. Donc, d'après vous, quel était le secret ou bien la recette magique pour que le travail à distance soit réussi comme ça? Je crois que c'est ce qu'on a fait, Edouard et moi, c'est que on a partagé nos avancements sur Teams, puis on faisait vraiment depuis le début du projet un partage écran. Donc lui, il pouvait poursuivre mon travail à distance. Il y a aussi l'option de contrôle d'écran. On a commencé par ça au début, mais après c'était le TeamViewer. Ça donne vraiment un accès direct à une scène. Puis moi, si je suis, par exemple, à l'université, je peux ouvrir un ordinateur, ouvrir le projet sur un autre ordinateur. Lui, il peut travailler en même temps que moi. Je travaille sur un autre poste. Puis, puisque nous, à l'université, on a vraiment des ordinateurs performants. Pourquoi pas en profiter? Puis, ça aide aussi à bien avancer le projet. C'est ça. Justement, on a pour moi, je pense personnellement, il y a toujours
un gros défi. C'est toujours difficile de travailler de façon en ligne. Il faut avoir un gros discipline. Personnellement, je pense ça. Il faut dédier à le projet. Donc, il faut s'assurer que vous avez bien engagé à faire quelque chose parce qu'en fait, ça perd du temps de manière qu'on ne peut pas travailler ensemble. Et il faut s'assurer qu'on va s'engager. Ça c'est vraiment sûr de faire ça. Donc, moi et Watif, on a discuté, on a partagé le point. On a fait de sorte qu'on a discuté toujours quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quels sont les horaires qui nous sont disponibles, de même nous deux. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un défi, absolument. Par rapport au présentiel, le côté présentiel, c'est plus facile. On va discuter, on va voir face à face. Donc, la tête à tête, c'est plus facile. Mais l'ordinateur, il va permettre d'avoir plusieurs des possibilités. On pourrait faire le remote control, on pourrait contrôler l'ordinateur en distanciel, on pourrait partager le train, on pourrait bien montrer qu'est-ce qu'on a fait. Parfois, Watif et moi, on a fait le travail tout ensemble, même sans discuter, on peut juste voir chaque écran pour voir qu'est-ce que l'autre fait tout ensemble. Ça, c'est intéressant aussi. On sent un peu le sentiment de collaboration, d'appartenance entre l'équipe. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Donc, ça, c'est le secret, je pense. Je trouve que c'est partager le problème, partager qu'est-ce qu'il y a, s'assurer que vous avez vraiment à s'engager à le projet, montrer qu'est-ce qu'il y a de problème. Parce que si tu gardes le problème, si tu commences à voir des problèmes, il n'y a pas de personnes à son tour, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut discuter, il faut avoir des moments. On pourrait, même s'il n'y a pas des choses à discuter, on voit l'écran de chacun, on va voir la caméra. Et ça donne un bon sentiment de travail, on va s'avancer de plus en plus, c'est ça. Super. Et puis, d'après vous, le rôle de Julien et Kif, combien c'était important? Comme avoir notre channel aussi sur Slack. En fait, Julien et Kit de Huawei, ils nous ont vraiment beaucoup aidé. Le channel sur Slack, c'était vraiment très important pour nous de poser les questions. Puis eux, ils donnent rapidement le retour sur nos questions. Puis des fois, on envoie le projet au complet. Ils peuvent l'ouvrir chez eux puis chercher c'est où exactement l'erreur pour le corriger. On était vraiment bien guidés et aussi bien accompagnés. On était vraiment chanceux parce que c'était eux qui ont créé le logiciel. Puis c'est ça. Et c'est ça, justement. OK. Vas-y, Edouard. Non, je pensais à dire quelque chose, mais juste pour dire que Alex a fait totalement ce soutien, c'est vraiment important. Donc, on a la chance vraiment d'avoir des prises de notre vie qui peuvent avoir ce niveau de capacité, qui vont donner tout ce soutien pour nous. Ça change tout. Ça change tout. C'est vraiment intéressant, ça. Et puis, si on retourne un peu aux assets, je vais parler, et puis des choses que les textures et tout ça. Là, il y a deux choses que j'aimerais en discuter parce que ce sont des mémoires pour moi. C'est comme quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout d'abord, avec Eduardo, c'était la question de l'ascenseur. Et puis la texture de l'ascenseur. Tu te rappelles l'ascenseur? Et puis c'était vraiment une grosse réussite. Alors est-ce que tu peux raconter un peu parce que c'était vraiment super beau quand... Ouais. À la fin, ça donnait un résultat vraiment extraordinaire. Du coup, je pense qu'on a... mais il faut toujours... parcourir ce trajet d'avoir la bonne texture, de savoir qu'est-ce que ça donne le résultat finalement. Parce qu'en fait, on utilise un outil totalement nouveau dans le marché. C'est ça que Watif dit. Elle a bien utilisé le Maya, on a bien utilisé le Blender, Unity. Il y a plusieurs des outils qui sont dans le marché de travail, qui sont assez forts. Et le Stellax, ça donne un résultat assez différent parfois. Donc, c'est un outil vraiment différent. Il faut, donc, on a testé plusieurs des fois des images, des textures des métals, des textures métalliques. On voit des photos, on voit parfois quelque chose. Donc, c'est ça que je dis. Donc, il faut tester toujours. Il faut avoir de façon de créer des objets. Parfois, c'est pour ça justement que je dis,
comme ça fait de bien d'avoir dans les compétences tous les outils qui sont assez pertinents dans le marché. Donc, il faut comprendre le Maya, il faut comprendre le Blender, il faut comprendre le 3D Max, il faut comprendre les outils qui vont parfois ça bien s'adapter parfois un outil comme les Stellax. C'est ça que je sais. Donc, Mais oui. j'aimerais ajouter un point, c'est vraiment bien, mais pour Stellax, de ma part, c'est que je peux le ressembler un peu à Photoshop pour les gens qui n'ont jamais, par exemple, pour les gens qui n'ont jamais étudié dans le domaine de 3D, puis ils n'ont jamais ils n'ont jamais ouvert un logiciel 3D, ils peuvent juste aller chercher des assets sur Internet. S'ils veulent réaliser un projet VR, Stellax, c'est vraiment, il permet de réaliser un projet VR sans avoir vraiment un background dans le 3D. Il faut juste aller chercher des assets sur Internet, par exemple, gratuits, ou les acheter, puis emporter tout ça dans le logiciel et après créer les interactions qu'on aimerait faire. C'est sûr qu'il y a au début une petite, je sais pas, mais c'est une partie d'apprentissage. Il y a les masterclass, les 3 masterclass qui fait comme 3 heures de cours pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Puis c'est sûr au début on est un peu perdu, mais après une fois compris, c'est vraiment, ça devient vraiment facile puisque c'est vraiment un univers minimaliste. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à regarder. Même les bibliothèques, c'est vraiment très limité au niveau des menus. Puis pour quelqu'un qui n'a jamais fait de 3D, je trouve que c'est le meilleur, je crois que c'est le meilleur au monde, puisque moi, j'ai déjà travaillé avec Unreal et Unity. C'est complètement différent. Puis, je le recommande aux gens s'ils veulent le tester. Mais c'est un bon point que tu as dit, c'est justement le marketplace. Donc, même si l'outil, le Stellax est assez facile, même pour les utilisateurs qui sont pas assez professionnels dans le marché, ils savent qu'on vient super bien parce qu'en fait, on pourrait justement trouver des objets 3D sur l'Internet, on pourrait facilement, gratuitement, et intégrer dans le système, rentrer dans la scène et justement après faire les intégrations. Un code assez facile aussi. Le code, ça permet aussi de faire des choses assez extraordinaires dans le Stellax et aussi de faire des choses extraordinaires qu'on a bien fait dans le projet principal. Donc, c'est ça. Si je peux dire vraiment un astuce que je dis pour les personnes qui ont fait du travail en modélisation 3D, c'est toujours d'avoir une bonne compréhension de ces petits détails. Il faut avoir justement de comprendre qu'il y a plusieurs des outils dans le marché et ça comporte différemment par rapport entre eux. Et aussi, il faut avoir la capacité d'apprentissage, toujours. C'est justement ce qu'on a fait dans le principe dans le Stellax. J'ai pris beaucoup de temps pour terminer le masterclass, pour répliquer, pour comprendre, pour savoir comment ça fonctionne. Et ça permet aussi de bien comprendre le résultat final. Et ça économisait beaucoup de temps qui s'après faire de la mesure qu'on a continué le projet, c'est ça. Puis moi, ce que je peux comme recommander, c'est qu'il faut vraiment toujours ajouter du temps pour peaufiner le projet. Des fois, ça a l'air probablement que quand on voit ça de l'extérieur, ça a l'air vraiment facile ou ça prendrait probablement moins de temps, mais il faut toujours se donner plus de temps à la fin de tester et pour chercher les meilleurs résultats. Tantôt, j'ai parlé de Photoshop. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à apprendre Photoshop toute seule. Puis j'avais pas une formation technique. Puis pour Stellax, c'est probablement, ça ressemble un peu à ça. Probablement au début c'est un peu nouveau, mais c'est quand même assez intuitif. À force de l'utiliser probablement 2-3 jours, on commence à s'habituer à le maîtriser de plus en plus. Ouais. Et puis parlons des fenêtres. Les fenêtres, en fait, j'étais pas sûre au début.
j'ai accepté parce qu'au début, ce que j'ai proposé c'est de prendre une image 360 de l'environnement extérieur de l'université, de campus, puis l'intégrer dans une sphère dans Stellarix. Mais Nadia, elle a proposé de prendre chaque photo de chaque fenêtre. Je crois qu'on avait 32 fenêtres, puis on a vraiment intégré chaque fenêtre, puis on a pris en considération pour avoir vraiment une continuité au niveau des proportions des objets de l'image. Puis c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que Nadia elle avait une vision bien meilleure que moi. Parce que au début, j'avais vraiment, je me suis posé la question, mais c'était vraiment plus intéressante. Puis ça a donné un aspect plus réel. Mais même les gens qui ont fait l'expérience, puis qui ont déjà visité ou qui sont déjà à la bibliothèque, ils étaient vraiment impressionnés. Ils croyaient que c'était vraiment l'extérieur de la bibliothèque. C'était vraiment très bien. OK, super. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mentionner 3 défis et puis comment vous les avez comme résolus. Donc vraiment, Eduardo, je vais commencer avec toi. Les plus gros défis, 3, OK? Si tu penses à tous les défis, les plus gros, 3, et puis comment tu les as résolus. Et puis après, Awatif, je vais te demander de ton côté quels étaient les 3 plus gros et puis comment tu les as résolus. Vas-y, Eduardo. Je vais essayer, c'est tout ce que je me vient à la tête, donc tu peux bien éditer après. Donc, je trouve que le gros défi, le défi plus difficile pour moi, c'est justement de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je pourrais faire, où je peux aider, où je peux travailler. Donc, pour moi, franchement, je sens un peu à la difficulté de savoir exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer. Donc, ça, peut-être que dans les cas, dans le contexte, ça trouve en ligne, donc peut-être que parfois, je me sens un peu perdu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire exactement pour aider? Je suis vraiment préoccupé par rapport aux détails, je suis un peu minutieuse. Donc, j'ai fait beaucoup d'attention avec les détails, donc c'est justement pour ça que je me sens un peu parfois perdu de donner un bon résultat pour nos clients, pour ce projet, pour quelques personnes. Donc, ça, c'est un gros défi pour moi, justement, de savoir si je fais mon travail, si je suis à l'aise, si j'ai bien comprendre. Je suis étrangère, je ne suis pas très à l'aise avec la langue française, justement pour ça que j'ai fait beaucoup d'attention de bien appris, bien comprendre le projet par complet. Donc, ça, c'est un gros défi pour moi, parfois. Et des autres défis, pour l'instant, je pense que qui me vient à la tête, c'est justement de comprendre l'outil principal à la base, c'est le Stellarix. Donc, il y a toujours des petites choses qui s'accumulent parfois. On a raté quelques problèmes, qui ça devient quelques problèmes plus grands à la fois. Donc, on a refaire le projet. Donc, ça donne perdre beaucoup de temps. Donc, et parfois, on a investi beaucoup dans quelques scènes et du coup, ça rend à rien. Donc, on a recommencé un scénario nouveau. Ça, c'est un gros défi pour moi, d'avoir un peu la force de refaire tout le projet, de refaire tout ça. Et des projets qui sont assez petits pour moi, sont justement de faire attention à la texture, de recevoir aussi un fichier qui ça marche avec la scène. Donc, il y a aussi des problèmes de déportation et l'exportation des objets. Donc, ça, c'est un problème assez chiant. Parfois, c'est un peu compliqué. Et pour l'instant, c'est ça. C'est qui vient, c'est le problème qui vient. OK, merci Eduardo. Vas-y, Awad. Donc, de ma part, au niveau des défis, j'en avais vraiment plusieurs, mais je peux nommer 3. Par exemple, au début du projet, on avait le défi d'optimisation du projet. Nous, on cherchait à créer un environnement qui reste vraiment fidèle à l'environnement original. Puis, on a travaillé beaucoup sur les détails, ce qui peut générer vraiment beaucoup de polygones.
Puis on devait faire vraiment plusieurs retours dans Maya, ajuster l'environnement, les réimporter dans Stellarix. Ce que nous, on comprenait pas, c'est que à chaque fois qu'on l'intégrait dans Stellarix, c'est comme si on recommence le travail. Puis après, on apprend à parler de nos erreurs. Puis c'était comme une seule simple astuce, c'est que je devais juste le nommer exactement le même nom de l'environnement dans Stellarix. Puis quand j'ouvre le Stellarix, je trouve vraiment le nouveau environnement avec toutes les modifications. C'est comme si je l'avais avant. C'est comme si j'ai rien changé au niveau d'importation, mais toute la mise à jour que j'ai faite, elle est là. Puis aussi, des fois, il y avait des défis de priorité. J'ai passé du temps à faire autre chose, puis je devais donner priorité à d'autres aspects plus importants. Oui, c'est ça. C'était en fait les défis, c'était ça. C'est comme ça on recommençait le travail dès le zéro. Puis ah oui, il y avait le défi du cloud sur Stellarix. On pouvait stocker nos versions de projet sur le cloud, mais on avait un maximum de 5 gigas. Mais avec le temps, avec notre avancement et progrès du projet, on avait plus que 10 gigas sur du projet. Puis ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de faire des dossiers dans Teams, le dossier de production, puis les nommer de la date de chaque, comme ça on a des bonnes versions qui sont fonctionnelles avec de bonnes nomenclatures, puis on peut toujours faire un retour, regarder ce qu'on a fait avant, puis revenir peaufiner notre dernière version. Puis maintenant, on a une seule version du projet, mais on a toujours accès aux anciennes. OK, parfait. OK, si maintenant, Awatif, tu as commencé par dire qu'à travers le projet, tu as appris beaucoup. Donc là, je vais commencer par toi et puis après, je vais aller à Eduardo. Dis-moi 10 choses que tu as apprises. Ah ouais, 10 choses. J'aimerais bien comme être plus près. Mais moi, je peux dire que, est-ce que au niveau d'appréciation ou les choses que j'ai apprises? Comme tout, comme qu'est-ce que... Ouais, okay. Lance-toi. OK. Donc, avant, moi, j'étais habituée à travailler sur des projets de l'école. Puis quand j'ai un projet, je travaille toute la semaine sur un projet. Chaque jour, je passe 2 heures sur ce projet et tout. Et même les fins de semaine. Mais c'est quand même, ça, c'était un contrat. Puis j'avais des heures précises par semaine. Mais je travaille vraiment par plaisir. Donc, c'était de bien gérer les heures de travail puis vraiment fixer des moments précis dans la semaine à travailler sur le projet. Comme ça, comme ça, on va avoir les collègues, nos coéquipiers qui peuvent être vraiment disponibles à nous assister ou nous donner le soutien. Surtout avec soit dans l'équipe ou le soutien technique ou Eduardo qui est à Montréal. C'est ça, j'ai pu m'ajuster. Au début, c'était un peu difficile, mais après, j'ai pu m'ajuster à faire des choses. Okay, je vais penser. Ah oui, il y a un point que je trouvais très intéressant, c'est qu'on est des étudiants. On est des étudiants de différents cycles. C'est vraiment le fait de collaborer avec des personnes de différentes spécialités. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. On apprend beaucoup de leur façon de penser, leur façon de gestion, puis aussi leur montrer notre travail, puis recevoir une critique comme ça pour améliorer notre façon de travail. Et donc, ce projet, c'est vraiment incroyable. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, j'ai appris comment gérer un projet en distance. Donc, c'est vraiment intéressant. À contribuer un projet en français aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'est plus valorisant pour moi.
Apprendre un nouvel outil comme Stella X. Donc, c'est assez intéressant de connaître un métier en plus, surtout de façon de construire le metaverse, que c'est mon métier maintenant. Après, en profondeur, le plusieurs de textures et la luminosité. On a toujours pris plus des heures à faire ça, donc j'ai bien contribué dans ce côté. À faire des livres en 3D. Donc, j'ai fait beaucoup de livres en 3D, surtout quand on travaille dans la bibliothèque. Donc, j'ai pris beaucoup à faire la modélisation, tous les petits détails, les auteurs de livres, donc c'est assez intéressant. Travailler en quelque sorte quand on utilisait le casque virtuel. Donc, c'est assez intéressant. C'est un projet en plus que j'ai pris le casque. J'ai pas l'habitude de travailler avec le casque en façon VR. Je travaille en métaverse sans le casque. Donc, c'est un projet intéressant pour moi. J'ai bien contribué avec le casque. C'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et même, j'ai acheté un casque pour moi. Savoir de plus, j'ai travaillé avec l'équipe de l'Université de Laval. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, les professionnels du domaine de l'université, ça me contribue beaucoup. Donc, j'ai appris aussi comment trouver un livre dans la bibliothèque. Donc, ça, c'est un plaisir d'avoir la façon d'apprentissage qu'on a contribué. Je ne suis pas même un étudiant de la bibliothèque, mais j'ai appris comme savoir faire la recherche dans un bon livre dans la bibliothèque, c'est assez intéressant de voir ça donne du coup un bon résultat dans le résultat. C'est ça. Donc, en gros, grosso modo, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, en fond, je pense que j'ai plus appris des choses que je vais contribuer, j'espère, que je peux contribuer, mais c'est ça. Aussi, je pense qu'il y a une chose que j'ai appris beaucoup sur l'expérience de faire le voyage sur le Québec aussi, de contribuer de façon avec l'équipe. C'est toujours assez intéressant et enrichissant pour moi. Donc, le fait de sortir de ta ville et déplacer pour l'université du Laval, ça me donnait beaucoup de plaisir de voir le projet en mode réel, de discuter avec Nadia, avec l'équipe, avec tout le monde. J'essaie aussi de contribuer, de renseigner quelques petits détails que je peux enseigner quelque chose. Donc, et aussi, j'ai appris beaucoup de choses à fur et à mesure qu'on fait ce voyage aussi. J'aimerais comme un peu faire un petit commentaire sur cette partie-là. C'est que moi aussi, j'ai vraiment apprécié le fait que tu t'es déplacé pour venir à Québec. Et moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que les problèmes qu'on avait, qu'on prenait vraiment 1 heure ou 2 heures à régler à distance. Ça se faisait vraiment automatiquement sur place. Ça prenait comme moins de 15 minutes à trouver la solution. Le fait de s'en trouver juste au côté, on voit tout ensemble, ça permet parfois, c'est un gros défi pour l'instant, parce qu'en fait, on fait toute la distance. Le travail, ça trouve toujours à distance maintenant, après le Covid. Tout. On s'est adapté de cette manière, mais je peux pas oublier que la façon ancienne, c'est vraiment, ça fait plaisir, ça a contribué de baisser le temps qu'on a passé de régler des problèmes assez facilement. Donc, il y a toujours une manière de trouver des solutions et de 15 minutes, on a trouvé des solutions qu'on a passé un jour entier, parfois. Donc, c'est ça. Oui, qu'est-ce que j'ai appris, c'est de chercher rapidement les solutions. Parce que je peux vous dire que trouver les solutions, c'est des problèmes, ça fait vraiment une grande partie de notre projet. Avant, dans mes autres projets, il y avait toujours quelqu'un qui fait la programmation, puis c'est eux qui passent vraiment de longues heures à chercher la solution. Moi, j'étais un artiste 3D, mais dans ce projet-là, j'étais artiste 3D, mais aussi il y a une grande partie où je devais vraiment aider à faire fonctionner le projet dans un nouveau outil en VR. Donc, au début, je le savais pas, je savais vraiment pas. Puis après les semaines et tout, j'ai commencé toute seule à chercher à comprendre comment on peut avoir des erreurs dans un projet pour les éviter dans les prochaines fois.
Puis c'est ça, au fur et à mesure de travail sur le projet, j'ai comme une liste d'erreurs que je dois éviter pour bien livrer le travail. OK. Puis j'aimerais ajouter un autre point sur le travail à distance et en présentiel. Puis aussi le travail en tant qu'étudiant sur un contrat. Le travail à distance, il permet aussi de travailler. Chacun il peut avancer à son rythme sur le projet. C'est vraiment très bien. Puis aussi le travail en présentiel, ça peut aider à garder une énergie de rythme de travail dans toute l'équipe. Puis trouver un équilibre entre ces deux aspects, c'est vraiment très important. Puis en tant qu'étudiante, avoir des cours et des projets à livrer à mes profs, c'était aussi un défi à c'était aussi un autre défi pour moi, c'est qu'au début de la session, au début de la semaine, on commence sur le projet, puis le lendemain, on devait se concentrer sur les projets d'autres cours, puis après le jeudi, le vendredi, faire un retour sur le projet. Moi, j'aimerais bien, par exemple, si on avait cette possibilité d'avoir le temps des journées comme précises de travail sur le projet sans briser le rythme du travail. Moi, c'est ce que je sens vraiment quand je suis à l'école. Il y a beaucoup de points qu'on partage. Toute l'équipe, on parle de beaucoup de détails sur le projet. Puis, je suis vraiment prête à me lancer le lendemain pour travailler sur ces points-là, mais il vient les autres cours, puis je me concentre sur les autres cours, puis quand le jeudi, le vendredi vient, c'est comme si je me sentais comme si ça brisait, mais dans les meilleures les conditions, moi, j'aurais comme souhaité d'avoir vraiment 3 à 4 jours de concentration sur le projet. De ma part, ça aurait été vraiment beaucoup aidé à mieux faire le travail. Ouais, c'est un excellent point. Je suis 100% d'accord avec toi. OK, alors pour finir, là, on va venir avec la liste de to-do. Donc, quels sont les éléments que si une équipe veut absolument se lancer dans un projet pareil, quelles sont les choses qu'il faut absolument faire? S'assurer que, donc vraiment le to-do list. Alors, on peut aller, comme Eduardo, tu peux lancer quelques-unes, en voir quelques-unes, comme ça, comme on peut alterner. Si j'ai bien entendu, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Qu'est-ce que c'est bon pour commencer? Si tu as to-do list, OK. toutes les étapes du projet. OK. OK, je peux commencer par un point vraiment important. Au niveau des environnements ou des assets, si on, par exemple, on cherche des assets sur Internet ou on le fait nous-mêmes, il faut s'assurer d'avoir des assets avec le moins possible de polygones. Même si on cherche un aspect réaliste, c'est vraiment très important de les garder vraiment le moins lourd. Comme ça, en avançant dans le projet, on va avoir le moins de complications possibles. Puis, même si on les cherche sur Internet, on peut aller vérifier le nombre de polygones et tout. C'est pas mal ça, c'est au niveau des polygones. Moi? Oui, tu peux parler, Eduardo. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont assez pertinents des projets. Il faut s'assurer tout d'abord le niveau de compétence de chaque personne de l'équipe. Donc, c'est un point qu'il faut s'assurer bien. Quel est le niveau, juste pour s'assurer de quel point chaque personne va contribuer au projet. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a toujours des problèmes parce qu'en fait, on n'a pas savoir du tout quel niveau chaque personne pourrait. Donc, il y a des problèmes parfois que la mesure qu'on avance dans le projet. Ça, c'est un point assez important. Et puis, on suit sur les outils qu'on va utiliser, les motifs, pourquoi. Il y a beaucoup de questions qui doivent poser sur pour bien contribuer dans la scène. Il faut avoir un brainstorm, il faut avoir en scène, en discussion
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont penser différemment par rapport aux autres. Donc, parfois, ça donne des bonnes idées. Donc, il faut s'assurer si, par exemple, si on continue tout d'abord à avancer le projet sans penser qu'est-ce qui c'est assez pertinent. Par exemple, Watif bien dit, il a le point pertinent de le polygone. Si on a discuté toujours tout d'abord de cette point qui c'est assez pertinent le projet, au début, il faut s'assurer que chaque point pourrait ça changer parfois. Donc, désolé, l'éclairage dans l'ambiance. Donc, il faut s'assurer si ça convient de choisir chaque élément. Il faut s'assurer chaque chose parce qu'en fait, par exemple, je suis dans le métier de jeux vidéo et le jeu vidéo c'est vraiment méticuleux. Il y a beaucoup des éléments, il y a beaucoup de métiers qui ça fait contribuer à un projet final. Chaque personne, il faut contribuer dans chaque détail. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Il faut s'assurer de choisir un bon outil, un bon asset, un bon chemin à parcourir, savoir si le budget, ça convient le temps qu'on va dépenser le projet. S'il y a aussi un budget réserve pour quelques problèmes qui s'assortent parfois pour l'instant. Et c'est ça. Il y a beaucoup de choses sur un to-do list. Par rapport à la création de Metaverse, je pense qu'il faut s'assurer de plusieurs dépenses assez pertinentes. Par exemple, la vertige des personnes qui vont faire l'expérience, la luminosité, l'éclairage, les assets qui sont lourds, il y a plusieurs dépenses, l'ambiance, voilà. Donc, c'est ça. Désolé si je me trompais de quelque chose, mais c'est Et j'aimerais ajouter aussi un point vraiment important, c'est qu'au début, avant de commencer le projet, c'est vraiment très important de passer la première journée à faire une liste des besoins du projet, puis aussi faire un tableau de production avec le temps de chaque élément, chaque partie du projet, combien ça va prendre du temps. Comme ça va donner une image vraiment plus réaliste à réaliser le projet, puis s'assurer d'ajouter à la fin, je peux dire 20% du temps juste à peaufiner le projet et à corriger les erreurs. c'est ça. Je pense qu'il y a un point vraiment intéressant que tu as dit, ouais, c'est justement une notion de personne qui résout des problèmes. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant ces points. Parce qu'en fait, nous sommes des professionnels qui toujours à la recherche de résoudre les problèmes sur l'Internet, sur le tutoriel, sur le professionnel de notre métier. Donc, ça, c'est un point vraiment intéressant. Donc, si je peux dire, en vraie astuce, il faut savoir prendre s'assurer que tu peux résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, ça vient des problèmes toujours. Ça vient des problèmes d'un ordinateur. Il y a plusieurs de problèmes qui ne sont pas visibles par rapport pour les autres que le professionnel. Par exemple, l'importation et l'exportation des objets, ça donne des problèmes toujours par rapport à la texture, la luminosité, la composition d'objets. Parfois, ça perd des objets, ça perd des polygones. Donc, il faut s'assurer que vous avez un professionnel qui fait la recherche de trouver une solution pour ton problème. Donc, ça, c'est un vrai point intéressant. Donc, c'est ça. Oui, parlons des erreurs et des problèmes du projet. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que dans les autres projets, c'était pas ma partie, c'était vraiment les programmeurs qui font ça. Mais ce que je trouve vraiment le plus positif pour moi, c'est que c'est quand même Stellarix, c'est un logiciel en développement. Puis je donne un petit exemple, c'est que quand Stellarix quand il ouvre, s'il trouve pas toutes les assets avec la bonne nomenclature dans le dossier, dans le dossier original du projet, il va jamais ouvrir. Il va continuer à l'infini à chercher le projet, puis on va toujours avoir une page noire sur l'écran. Puis c'était pas le cas dans les autres logiciels. C'est la première fois. Si je peux dire, ça rend la même chose parfois. C'est vraiment bizarre. On a toujours l'habitude de voir que ça change parfois. Plutôt le programmateur, que ça change un virgule dans le code de programmation, qui va
transformer le projet en bordel. Donc, c'est toujours des petits détails, des petites choses qu'on a toujours à avoir des questions plutôt comme programmateur, plutôt comme l'artiste, plutôt comme un créateur, un jeu vidéo. Et ça donne des faits. C'est justement, il faut avoir beaucoup d'attention, il faut savoir comment tu peux avoir résoudre le problème. Je toujours utilise parfois je recommence à recréer le problème, la scène encore une fois. Ça prend du temps, mais parfois ça devient à résoudre le problème. Moi, tu fais très l'habitude de faire ça normalement. On a laissé le projet, on a dupliqué la scène, de recommencer justement, parce qu'en fait, c'est vraiment difficile de savoir où est le problème, qui c'est juste une petite chose vraiment, un petit détail qui s'affronte à un problème en gros à la fin. Puis c'est ça dans Stellax. Moi, je savais pas. C'est la première fois que je rencontre ce genre de problème parce que dans les autres logiciels 3D, c'est automatiquement, si un logiciel ne trouve pas un asset ou une animation ou un effet visuel, on peut toujours ouvrir le projet. Dans Stellax, c'était pas le cas. C'est pour ça, quand j'ai appris ça, je m'assure toujours quand j'ai une version qui est vraiment très bien fonctionnelle, je fais enregistrer, je garde la bonne version, puis je fais des tests. Si ça fonctionne pas, je peux toujours revenir à ma scène originale qui fonctionne bien, puis je recommence le travail. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses que les personnes doivent absolument prendre en considération, s'assurer de faire pour le projet? C'est que de ma part, c'est quand même quand on commence un projet, et il faut se dire que moi, quand j'ai commencé le projet, je croyais que si je commence cette scène-là, ça va être vraiment la scène de développement du projet, puis c'est elle qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Mais finalement, non. C'est toujours, il y a la possibilité de recommencer. Puis des fois, c'est vraiment mieux de recommencer. Ça peut aller vraiment plus vite que de prendre le temps, beaucoup d'heures à corriger ce qui était fait. Parce qu'une fois compris, on peut toujours alors commencer une nouvelle scène, emporter tous les éléments, puis passer un peu de temps à recréer les interactions. Puis il y a aussi, si par exemple, moi ce que je peux comme recommander, si on commence un projet avec des éléments vraiment minimaux dans la scène, on peut quand même faire si on peut faire toutes les interactions, s'assurer que c'est vraiment très bien fait. On enregistre ça dans une version à part, puis on peut toujours ajuster les autres versions, mais on a oui, c'est ça. On peut toujours, si des fois ça bloque et on ne sait pas pourquoi, il ne faut pas vraiment attendre 2, 3, 4 heures pour régler le problème. On peut toujours le mettre de côté, puis aller chercher, recommencer. C'est ça. Je pense que de mon côté, franchement, je voudrais juste remercier encore une fois pour participer à ce projet. C'est assez extraordinaire quand même. J'adorerais créer un espace virtuel. Je suis en train d'engager mon métier avec la création de l'espace virtuel de Metaverse, c'est tout ce qu'on a c'est vraiment c'est vraiment actuel. Et on a vu, notamment sur ce projet, un niveau d'apprentissage assez surprenant, qui ont apporté aussi la technologie, la Metaverse à base, le casque, la façon virtuelle. Donc, c'est un monde extraordinaire pour moi. Donc, si je peux dire quelque chose, il y a le professionnel qui ça commence à débarrasser avec le métier du 3D, le code, la création de l'artistique. Il y a plusieurs des opportunités qui s'ouvrent dans le marché du travail. Dans ce moment, même tu peux travailler à plusieurs des côtés. Il y a des professionnels qui vont travailler sur la création d'ambiance. Il y a des professionnels qui vont plutôt travailler avec l'espace de télévision, un professionnel de cinéma. Il y a plusieurs vertus de ces métiers. C'est vraiment intéressant, ça. C'est justement pour ça que je suis engagé. Je suis plutôt web design. Je suis professionnel depuis 15 ans avec ces métiers. J'ai eu ma entreprise aussi, mais j'ai changé, mais j'ai déplacé un peu pour ces métiers, justement pour transformer en base la façon virtuelle qu'on a vu ce projet, qui c'est l'intégration de se transformer je peux dire,
s'intégrer dans un système d'ambiance virtuelle, c'est assez extraordinaire pour moi. Donc, je conseille fortement quelques professionnels, quelques étudiants qui vont commencer de ces parties, commencer, débarrasser. Il y a plusieurs tutoriels sur Internet, il y a plusieurs tutoriels, il y a plusieurs professionnels de le Québec, de Montréal, de quelques régions partout, en français, en anglais, tout le monde. Donc, c'est ça. Dernier mot. J'aimerais mentionner, avant le dernier mot, j'aimerais ajouter comme quelque chose d'apprentissage que j'ai appris dans ce projet-là. C'est que en réalisant ce projet, on doit toujours penser à comment l'autre, parce que c'est pas un film, c'est vraiment, puis c'est un projet d'apprentissage. Comment on peut donner une meilleure expérience d'apprentissage dans le VR, puisque l'utilisateur il va faire vraiment partie de tout l'univers et l'environnement virtuel. Puis on travaille sur ça, on doit toujours garder à la tête comment donner vraiment la meilleure expérience, puis comment bien créer le meilleur environnement en VR. Comme dernier mot, j'aimerais te remercier toi en premier, Nadia, de m'avoir permis de vivre cette expérience de travail avec toute une équipe. Moi, je la trouvais vraiment, vraiment enrichissante parce que c'était pas seulement une expérience de travail, mais expérience de côtoyer des gens de différentes spécialités, mais aussi de différents niveaux d'études. C'était vraiment très, très, très apprécié. Puis aussi, le fait de travailler sur des heures fixes et sur des heures flexibles, j'ai pu m'ajuster. Puis, il y a aussi le fait que ma fille, elle faisait partie du projet. elle a pu faire quelques remarques sur le projet. Par exemple, elle me disait, maman, pourquoi tu n'utilises jamais le mode multiplayer? Parce que elle l'utilise dans ses jeux vidéo. Je l'ai utilisé en fait une seule fois parce que notre projet, quand je travaillais, je devais être vraiment au mode solo pour tester le projet. Puis elle insistait, elle me disait non, il faut utiliser le multiplayer pour voir comment ça fonctionnerait. Puis je trouve ça vraiment très bien. J'ai hâte de le tester en multiplayer avec toute l'équipe, faire un selfie avec nous tous ensemble. Mais en général, c'était vraiment une très belle expérience. C'était quand même intense. Puis quand même intense, probablement. Puis c'était intense. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était vraiment beaucoup de choses, une énorme d'informations à apprendre dans une vraiment très courte période de travail. Puis c'est sûr que ça a été un défi. Puis un peu stressant des fois, mais ça reste pour moi très, très positif, puisque c'est un projet de l'université, puis j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis mes professeurs à l'école de design, ils étaient vraiment très, très contents pour moi parce que chaque semaine, je racontais mon avancement et tout, puis ils me disaient, ah, ouais, on est vraiment chanceux ici à Québec, il y a un logiciel qui est développé ici à Québec, puis c'est parmi les premiers au monde qu'on peut faire un logiciel dans le métavers sans code. Puis eux aussi, ils ont hâte de voir ce que j'ai pu contribuer à faire avec vous dans le projet. Et puis pour des commentaires concernant la visite de la ministre et puis de la rectrice, comme à deux journées, tu as assisté notre ministre et puis notre rectrice pour qu'elle puisse tester. Alors, est-ce que tu as des choses à partager concernant ceci? En fait, la ministre de l'Éducation, j'étais vraiment honorée d'être présente à cette visite-là de la ministre de l'Éducation, puis de la voir tester notre projet. J'étais vraiment très, très contente. Puis finalement, c'est elle qui a commencé l'expérience, mais plus tard, c'était moi qui ai continué. Mais je suis vraiment contente que eux, ils nous encouragent à aller vraiment plus loin dans ce domaine de métavers. Puis la rectrice, elle était vraiment impressionnée parce qu'elle savait pas ça ressemble quoi un projet à la bibliothèque de l'Université Laval dans le métavers. Puis je suis vraiment contente. Pour moi, ça m'encourage à aller mettre plus d'énergie, plus de temps, plus d'efforts à continuer dans ce domaine.
qui améliore plus mes compétences.